Coué, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise, ce soir aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour la dernière partie de notre série de reportages sur la rivière Moisy, une introspection sur l'influence qu'ont les Inuits face au déclin du saumon et les moyens qu'ils utilisent pour la pérennité de la ressource dans la rivière Moisy. Réginald Michel est un pêcheur à la mouche, de la pêche sportive. Il est l'un des meilleurs pêcheurs à la mouche de la nation Innu. Même s'il travaille avec de petits outils, ses leurres pourraient avoir un grand impact sur la préservation de la population de saumon dans une rivière qui tient près de son cœur. Il n'est pas le seul à observer ce problème. C'est qu'il y a un déclin du retour en rivière du saumon. Michel Villeneuve est le président de l'Association de la protection de la rivière Moisy, ou la PRM. La PRM ne jouissait pas d'une bonne entente avec les Inuits. Il y a eu plusieurs tensions entre l'association et les Inuits. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'il faut travailler ensemble. Je sais qu'il s'est passé plein de choses, puis moi j'ai ramassé ça l'an passé, mais la vision que moi j'ai pour l'association, elle doit passer au-delà de la protection de la ressource. Il y a un phénomène social qui peut se passer aussi. Puis ça peut être un bel exemple de rapprochement puis d'histoire à succès dans les relations allochtones-autochtones. Oui, le tirage. Betty Michel de Ouachat-Macmalliotenam a 27 ans. Elle a nouvellement rejoint l'Association de la protection de la rivière Moisy, motivée par la nécessité de protéger les ressources naturelles qui ont soutenu la nation Innu depuis des générations. On est rendu là de devoir travailler ensemble, toujours pour la protection de la ressource. On voit qu'il y a un déclin. Ici, en bleu, c'est ce qu'on appelle le club de pêche de la rivière Moisy. C'est comme un club américain privé, là. André Michel est un biologiste et directeur de la protection du territoire pour Inuit-Wagan, Ouachat-Macmalliotenam. Il dit qu'il faut documenter ce déclin en vue de trouver des solutions concrètes. Mais il y a actuellement un manque de données. Parce qu'on dit que le saumon est en déclin, mais il n'y a pas eu d'inventaire depuis les années 80. Là. Les derniers chiffres sur la population du saumon, selon Michel, ont été recueillis dans les années 90. On dénombrait entre 4 000 et 6 000 saumons en montaison par année. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent au déclin du saumon dans la rivière, incluant les changements climatiques. Donc, il pense que le code de pêche doit changer aussi. Le code de pêche, ça date quand même d'une vingtaine d'années, puis le code de pêche, c'était pas vraiment un code de pêche chez nous. C'était comme, je te dirais, c'est un code plus blanc, là, c'était des modalités de pêche qui étaient définies, le nombre de filets, la grandeur des mailles. Pour Villeneuve, pour le côté bureaucratique, il est question de développer les relations avec les Autochtones en vue de favoriser une bonne entente et donc de travailler ensemble. On va réussir à donner une meilleure image de l'association, qui n'a pas été, pour un paquet de bonnes et mauvaises raisons, d'interprétation ou de perception, on se doit de se rapprocher. L'heure n'est pas à la chicane présentement, il faut se rassembler. Il y a une crise de la ressource, puis c'est pas en se chicanant. Pendant qu'on se chicane, on n'aide pas la rivière. Mais sans code de pêche, c'est difficile pour tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Et donc, ITUM élabore son nouveau code de pêche. Puis, ITUM sont en train de travailler sur un nouveau code de pêche. Puis, je suis allée les voir, puis on a parlé de ça, puis j'ai proposé dans le fond, à ITUM que le président Michel Villeneuve de la PRM vienne
vienne, qu'on se rencontre. Et même si Itum a formé une équipe pour la protection du saumon, le fait est que cette équipe est constituée de jeunes. Un comité constitué d'anciens chefs a été mis en place pour renseigner sur l'histoire. Comme elle est une jeune Innu, Betty Michel veut s'impliquer pour la protection de la ressource, car c'est une partie essentielle de l'identité et de l'existence des Inuits. C'est sûr, ça me fait peur un peu que Hash, c'est en train de se passer, puis il faut faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai décidé de donner mon temps. La pêche au saumon est une activité que les Inuits pratiquent depuis des temps immémoriaux. Même si les Inuits sont appelés à pêcher autrement et que les pêcheurs de nuit ne pêchent pas comme à l'habitude, les discussions tournent autour du déclin du saumon. C'est une ressource épuisable. La roi Cadouman, quand la bonne gestion d'Oudman, je n'ai pas tant de chibou. Je n'ai pas tant de gens. Michel crée des mouches depuis plusieurs années, mais aussi des programmes, car il pense qu'il est important d'impliquer les femmes dans le processus qu'est de la protection du saumon. La pêche féminine c'est formé d'autres. Protéger l'équilibre naturel de la rivière Moisy est un effort de collaboration. Peu à peu, les jeunes Inuits apprennent les méthodes traditionnelles de pêche, y compris celles de la mentalité de capturer seulement ce dont vous avez besoin. La probabilité d'une bonne capture a diminué en raison de la surpêche par les touristes américains. Presque tous ceux qui sortent de la rivière pour pêcher pour la subsistance peuvent le constater. En fait, de la protection sur la rivière, ça veut dire aussi contrôler les pratiques de pêche qui pourraient être abusives ou néfastes pour le saumon. Notre rôle s'arrête là quand même parce qu'on a quand même juste un petit bout de rivière où est-ce qu'on travaille. Mais selon les experts, Salut Regina! Salut Michel! Un des facteurs des plus nuisibles est la pêche au filet. Selon Michel, la pêche au filet était pratiquée seulement en dernier recours, lorsque la pêche au harpon ne donnait rien. Pour sa part, André Michel a beaucoup de projets en cours pour la pérennité du saumon. Il y a la pratique de la remise à l'eau qui est préconisée et à l'initiation à la pêche à la mouche chez les enfants. Dès l'année prochaine, il travaille aussi sur la technique du marquage pour dénombrer les saumons. C'est une technique qu'on appelle marquage, capture et capture. C'est sûr que dans la cage, on va marquer les saumons. Après ça, on va les laisser retourner dans la rivière. Puis, au niveau de la pause migratoire du 1031, ils vont être scannés. C'est comme une puce électronique. On va savoir c'est quel saumon qui a été marqué avec le numéro. Comme Réginald nous montre en coudrant ses leurres de pêche, la restauration de la santé de la rivière est un travail long et prend du temps. Même si toutes ces restrictions causent des problèmes aux Inuits, ça va devenir une rivière en guille. Et même si les touristes américains qui ne comprendront jamais la relation entre les Inuits et le saumon, les plus proches de la cause conviennent. Leur identité est en danger, tout comme l'abondance naturelle de Meshtahibo, la grande rivière. Meshtahibo.
Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Maliotenam. Au retour, une mise à jour sur la 4e vague de la COVID-19 au Québec. Restez là. Rebienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Voici maintenant une mise à jour sur une histoire dont nous vous avons parlé pour la première fois en juillet. Une femme Mi'kmaq disparue a été retrouvée au Québec. Andrea Marie-Claude de Millbrook n'a pas été vue depuis le 13 juillet, le jour après qu'une personne à Millbrook a tué Douglas Bird Knockwood de la Première Nation Sebenengedi en Nouvelle-Écosse. La semaine dernière, Claude a été arrêtée au Québec et a été retournée en Nouvelle-Écosse. Elle a été accusée d'être accessoire après le fait d'un meurtre. Selon les documents juridiques, Claude a aidé une autre personne impliquée à s'évader. Elle est toujours en garde et elle devra comparaître le 31 août. Vous avez 2 jours pour faire comme plus d'1 million de Québécois et télécharger l'application mobile VaxiCode pour accéder à votre passeport vaccinal. Elle sera appliquée pour toutes les activités considérées non essentielles à partir du 1er septembre. Cependant, la province cherche à apporter des ajustements à l'application après que plusieurs médias ont signalé que les hackers ont accédé à l'information sur le statut de vaccination pour plusieurs ministres québécois. Le ministère de la Santé de la province a constaté dans une déclaration que plusieurs plaintes de police ont été déposées concernant ces infractions. Et pour l'avenir, les fonctionnaires du ministère émettent cet avertissement au public. Je rappelle 2 choses, pour être très clair. Il y a des pénalités et des sanctions pour les utilisations inappropriées. Puis je dirais aussi qu'il y a des sanctions au code criminel à des gens qui veulent altérer un document qui sert à la santé publique. Après avoir lutté contre une vague de cas de COVID-19, les responsables du territoire de Kahnawake, près de Montréal, disent qu'ils subissent officiellement les effets de la 4e vague de la pandémie. La communauté a eu au total de 51 cas de variante Delta jusqu'à maintenant et 15 cas sont actuellement actifs. We want to keep cases and contacts to a minimum. Less contacts equals less cases, and less cases, also equals the fact that there's less chance of people getting sick and less chance of people dying. So our principle is to minimize, those contacts as much as possible. Voici l'état de la situation dans les autres communautés autochtones au Québec. La communauté Huron-Wendat de Wendake, près de Québec, a annulé son powwow annuel en raison d'une augmentation des cas de COVID dans la région. À l'est, la communauté Mi'kmaq de l'Estigouche commence la recherche de contacts après avoir confirmé au moins un cas positif de COVID-19. À l'ouest, le territoire Cree-Diou-Iti signale 10 cas positifs. Les communautés de Mistissini et de Waskaganish sont affectées, mais plusieurs membres de la communauté s'isolent hors du territoire. Et les communautés du Nunavik accentuent les vaccinations pour les élèves de retour à l'école, mais le nombre actuel de cas est de 0. Après la pause, je vous présente une entrevue avec un archéologue, Jean-Christophe Ouellette. On démystifie le géoradar. Soyez là. Rebienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Jean-Christophe Ouellette est archéologue et est responsable des laboratoires d'archéologie de l'École de fouilles de l'Université de Montréal. Nous l'avons invité pour qu'il puisse nous renseigner sur la façon que le géoradar fonctionne, mais aussi sur la manière que de telles fouilles en lien avec la recherche des sépultures des enfants des pensionnats autochtones peuvent être menées. Koué, bonjour. Koué, bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le géoradar? Oui, bien, le géoradar, c'est un appareil qu'on appelle de télédétection ou de détection à distance. Donc, c'est un appareil qui nous permet d'analyser les sols ou de repérer certaines structures dans les sols à partir de la surface, donc en faisant circuler l'appareil sur la surface du sol. Ça fonctionne un petit peu comme un sonar, si on veut. Donc, ça envoie des ondes à l'intérieur du sol, puis dépendamment de ce qui va être rencontré, comme des obstacles ou des objets ou des bouleversements, on va pouvoir détecter ce qu'on appelle des anomalies ou des structures. Puis ensuite, comme archéologue, dépendamment de ce qu'on recherche, on peut interpréter ces anomalies-là comme des traces de bâtiments ou des traces de sépultures, par exemple, lorsqu'on peut repérer des fosses qui sont creusées dans le sol. Donc, c'est une technologie qui permet d'avoir un aperçu de ce qui se trouve sous la surface du sol sans nécessairement avoir à creuser là, pour dégager des choses. Donc, c'est le principal avantage de cette technologie-là. Donc, vous me dites que on peut voir si c'est du béton ou de l'acier, mais est-ce qu'on peut voir en dessous aussi? Est-ce que ça traverse tout? Le géoradar a une capacité, disons, de pénétration dans le sol qui est variable, qui peut atteindre là, autour de 2 à 4 mètres assez facilement, dépendamment qu'est-ce qu'on va rencontrer. On peut voir à travers le béton des petits éléments en métal, on pourrait passer au travers. S'il y avait une grosse pièce en métal, par contre, ça bloquerait complètement, si on veut, la vue là, du géoradar plus en profondeur. Donc, on peut travailler là, dans des contextes ordinaires, disons, jusqu'à des profondeurs de 2 à 4 mètres sans trop de problèmes. Est-ce qu'on peut aussi déceler des minuscules parties d'os comme, disons, s'il y aurait eu des crémations ou des incinérations de corps, par exemple? Je dirais non, parce que le géoradar, ça fonctionne. C'est pas tout à fait comme un. Des fois, les gens pensent ou on pense à un rayon X, comme quand on va à l'hôpital, mais la vision qui est donnée n'est pas aussi précise que ça. Donc, on peut pas voir même des ossements individuels. Si on parle des sépultures, ce qu'on peut détecter avec le géoradar, ce serait plutôt la fosse funéraire, donc un creusement, puis ensuite que ça a été remanié. Lorsqu'il y a des cercueils qui sont présents, des fois, on peut les remarquer aussi parce que souvent, ça va créer un vide dans le sol, mais disons, la résolution, ce qu'on réussit à voir avec le géoradar n'est pas aussi petit que des objets individuels ou même des ossements individuels. Donc, pour les sépultures, ce qu'on va surtout remarquer, c'est une perturbation dans les couches de sol. Donc, il y a eu un creusement pour installer la sépulture, puis ensuite, il peut avoir un cercueil ou non. Puis quand c'est remblayé, quand on remet la terre en place, bien, ça reste un peu différent du sol naturel qui est à côté. Donc ça, on peut l'interpréter. Puis, dépendamment des dimensions aussi, c'est surtout là qu'on va pouvoir essayer de dire est-ce que c'est une sépulture unique ou plusieurs personnes. Puis, en fonction du nombre d'anomalies sur un terrain comme ça, s'ils sont bien alignés, puis tous à la même profondeur, par exemple, on peut penser que c'est plusieurs sépultures, puis on peut arriver à fournir aussi une estimation du nombre de sépultures qui sont présentes de cette façon-là. Pourquoi qu'on dit que le géoradar est une nouvelle technologie? C'est pas tout à fait vrai parce que c'est une technologie qui existe quand même depuis un certain temps. C'est une technologie, par contre, qui a été développée beaucoup plus pour le génie civil, donc pour repérer des canalisations, des conduites électriques, pour pas que les travaux d'excavation viennent endommager ça. Comme les archéologues ont emprunté, si on veut, cette technologie-là pour essayer de leur donner un avantage ou d'essayer de repérer des choses sans avoir à faire des techniques de fouilles conventionnelles. Donc, c'est plutôt l'application dans le domaine archéologique qui est plus récente. Puis, je dirais, au Québec, on arrive un peu, pas en queue de peloton, mais ça a été adopté un petit peu plus récemment. Puis, pour l'instant, au Québec et au Canada, on le voit surtout dans des institutions d'enseignement, des universités, des institutions de recherche, puis dans les activités quotidiennes des archéologues, c'est pas encore tout à fait intégré ou c'est pas nécessairement un réflexe qui est tout à fait développé. Donc, c'est plus à ce niveau-là que ça devient de plus en plus commun, là où que l'utilité est un peu plus reconnue par la communauté aussi. Puis là, ben, ça se déploie
assez récemment. On en a entendu parler beaucoup aussi cet été, évidemment, en lien avec les découvertes là, qui ont eu lieu. Ouais. Justement, quelles sont les difficultés qu'on pourrait rencontrer pendant les fouilles? Bien, pendant les fouilles, c'est sûr que le géoradar, un des avantages, c'est que c'est plus rapide pour couvrir une grande superficie. Là, si on pense, par exemple, à des terrains qui peuvent être grands comme un terrain de football, on peut le faire assez rapidement, en peut-être 1 à 2 journées. Si on voulait faire des sondages ou des fouilles sur des superficies aussi grandes, bien, ça prendrait beaucoup de personnes, puis ça prendrait aussi plus de temps. Donc, le géoradar, même s'il n'est pas très précis, il peut fournir un bon aperçu des résultats assez rapidement. L'autre avantage, c'est que c'est pas ultra précis, mais il n'y a pas non plus, c'est peut-être moins, c'est moins sensible aussi pour les communautés descendantes où il y a moins de perturbation du site. En fait, il n'y a pas de perturbation du site puisque c'est juste comme un relevé ou comme un scan, si on veut. Donc, puisque quand on parle de sépulture, c'est évidemment des sujets sensibles là, pour les communautés. Pour certaines personnes, c'est préférable de ne pas bouleverser ça. Donc, le géoradar, un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de perturbation du site non plus. On peut penser que c'est quand même essentiellement une étape initiale qui permet des découvertes ou d'avoir une idée de ce qui se trouve sur place. Généralement, on aimerait, ou les étapes ensuite, là, si on va avoir plus de détails, ce serait plutôt des techniques conventionnelles d'excavation, de fouilles manuelles. Mais au moins, on peut fournir un premier aperçu, puis avoir une discussion sur cette base-là. C'est quoi le désir des gens? Est-ce qu'ils veulent aller plus loin avec des fouilles ou est-ce que pour l'instant, ils veulent en rester là, puis peut-être essayer de protéger ce terrain-là, puis délimiter aussi les superficies qui sont importantes. Quel est le prix pour opérer cette machine et aussi, c'est quoi le niveau de disponibilité pour cette technologie au Québec? Bien, c'est des appareils qui sont quand même assez dispendieux. Donc, c'est sûr qu'à l'achat, on peut parler quand même de quelques dizaines de milliers de dollars, peut-être 20 à 25 000 dollars, parce qu'il faut acheter l'appareil. Puis aussi, l'appareil fait le relevé, mais ensuite, ça prend aussi des logiciels pour traiter puis faire ce qu'on appelle le post-traitement, là, pour regarder un peu plus les données, les travailler pour essayer de les raffiner. Donc, c'est sûr que le prix d'acquisition est quand même important. C'est peut-être aussi ce qui, des fois, ralentit l'implantation de cette technologie-là dans les firmes archéologiques, par exemple. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est un peu plus les universités ou les institutions de recherche. Des fois, on obtient du financement pour acheter des appareils. Donc, ça fait partie de notre mission aussi de se familiariser avec ça, de devenir, de mieux évaluer le potentiel des technologies, puis de faire aussi la démonstration que c'est utile. Donc, je pense que c'est un peu le chemin naturel là, pour qu'éventuellement ce soit un peu plus répandu. Mais faut, malgré le coût initial, si on répartit ça dans le temps, ça peut être un outil qui est intéressant pour les universités, évidemment, mais pour tous les archéologues au Québec. Mais c'est sûr que la disponibilité de ça n'est pas si accessible, mais je pense que plus ça va se développer, peut-être même les prix vont baisser. Puis si les gens demandent ce type d'intervention-là, ben, s'il y a une demande plus accrue, ben, les gens vont réagir aussi en mettant ça en place. Je pense que c'est une question de temps un petit peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Jamais. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Vaxicode. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé.